Le Soudan a lancé dimanche une nouvelle monnaie, 6 jours après une opération similaire dont le nouvel État du Soudan Sud est promis de négocier avec ce dernier pour éviter les difficultés liées aux anciennes coupures. Aujourd'hui, nous avons lancé la nouvelle monnaie dont la capitale est dans tous les États et nous sommes prêts à émettre n'importe quel montant via les banques et les distributeurs automatiques, c'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la Banque centrale, Mohamed Khir Al-Zubair, à des journalistes à Khartoum. Il a ajouté que la transition entre anciens et nouveaux billets serait opérée aussi rapidement que possible, sans préciser combien de temps les anciennes coupures continueraient à circuler. Les nouveaux billets sont ornés d'une carte du pays dans ses nouvelles frontières, tandis que certains symboles ont disparu suite à l'indépendance le 9 juillet du Soudan du Sud. L'ancienne livre soudanaise avait vu sa valeur dégringoler cette année sur fond de finances publiques dont le rouge et d'envoler des prix des denrées alimentaires. Un dollar américain vaut jusqu'à 3,5 livres soudanaises sur le marché noir, alors que son taux de change officiel n'est que de 2,67 livres. Le lancement de la nouvelle devise sud-soudanaise le 18 juillet pourrait aggraver encore cette tendance, chaque pays redoutant d'être envahi par les anciennes coupures de l'autre. M. Zoubair s'est toutefois voulu rassurant à ce sujet. Nous sommes prêts à négocier avec le gouvernement du Soudan du Sud sur les vieux billets qu'ils détiennent, a-t-il dit. La monnaie figurait parmi les questions clés sur lesquelles le Soudan et le Soudan du Sud n'avaient pas réussi à se mettre d'accord avant la partition du Soudan le 9 juillet. Le président soudanais Omar el-Bashir a récemment appelé ses compatriotes à faire preuve de patience et de compréhension pour faire face aux mesures d'austérité rendues nécessaires par la mauvaise santé de l'économie et la forte baisse des recettes pétrolières liées à l'indépendance du Soudan du Sud. Le Soudan du Sud a exhorté lundi le gouvernement de Khartoum, dont il est indépendant depuis le 9 juillet, à ne pas engager une guerre économique autour de la monnaie et des tarifs de transit pétrolier, qualifiant leur montant de vol en plein jour. Et pour parler de la situation au Soudan, un pays frère qui nous a toujours intéressés, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Odonga Ilyas, journaliste au Progrès égyptien. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci, madame. Alors, il se passe beaucoup de choses actuellement sur la scène politique soudanaise. Décrivez-nous la situation. C'est ce que nous sommes en train de voir, puisque d'abord c'est un pays qui a vécu de nombreuses années de guerre. Et je crois que le monde entier, n'est-ce pas, est au courant de ce qui se passe réellement au Soudan. C'est un pays que je crois que la communauté internationale n'ignore pas, puisque le pays a vécu plus de 20 ans de guerre civile. Et actuellement, c'est les deux pays ont, n'est-ce pas, décidé de se séparer, puisque du Sud, nous avons une grande majorité, n'est-ce pas, de chrétiens et de Dinka, et également de l'autre côté du Nord. Donc, ce qui fait que, c'est-à-dire la cohabitation entre les deux s'avérait presque impossible. Donc, nous avons, n'est-ce pas, assisté il y a de cela quelques mois à, n'est-ce pas, cet référendum, n'est-ce pas, que le Sud a ici accepté de se défaire, de se séparer, n'est-ce pas, de son voisin du Nord et de l'Ouest également. Donc, c'est tout simplement, n'est-ce pas, ce qu'on peut dire, c'est la répercussion, n'est-ce pas, sur place de les réels, n'est-ce pas, problèmes, n'est-ce pas, qui se passent au niveau du Soudan. Donc cette séparation est dans l'intérêt des Soudanais? C'est dans l'intérêt, n'est-ce pas, des deux pays, parce que puisque durant des années, on leur a laissé, n'est-ce pas, la possibilité de voir, parce qu'avant d'abord l'indépendance du Soudan, parce qu'on appelle le Soudan Sud, le Soudan du Sud, et non le Sud-Soudan. Donc avant l'indépendance du Soudan du Sud, comment dirais-je, il y a eu, n'est-ce pas, une période de test de cohabitation entre les deux. Et ce qui a apporté, n'est-ce pas, John Garang, qui est parti, qui a été assassiné, qui a été, comment dirais-je, qui a laissé ce monde il y a de cela 5 ou 6 ans. Il aurait été très heureux, John Garang, de voir son rêve se réaliser. Ah oui, bien sûr. John Garang, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, beaucoup en Égypte. Oui, puisque c'est quelqu'un, d'abord, lui, il avait un objectif. Lui n'était pas totalement pour la séparation du Sud et du Nord. Lui, il voyait plus, n'est-ce pas, l'union du Soudan. Donc, ce qui fait que, d'ailleurs, avec celui actuellement, le président actuel, M. Salva Kiir,
il n'avait pas tout à fait, n'est-ce pas, il n'avait pas une convergence de vues dans ce domaine. Mais John Garang reste quand même, n'est-ce pas, le symbole même de cette révolution, de cet indépendant du Sud. Voilà. Sa femme l'a beaucoup soutenu, oui, sa John Garang. Sa femme l'a beaucoup soutenu, et également les États-Unis, puisqu'il a d'ailleurs fait ses études à l'Iowa aux États-Unis, où il a été diplômé, n'est-ce pas, en économie rurale. Donc c'est un leader qui a été d'ailleurs brillant dans toute sa carrière. Donc je crois que la disparition de John Garang, les Soudanais du Sud ont été conscients aujourd'hui que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui leur pays a vu le jour. Et c'est pour cela que dans leur nouvelle monnaie, ils ont ici préservé son effigie sur leur billet, parce qu'il marque, n'est-ce pas, vraiment, il marque vraiment le Sud-Soudan actuel. C'est mérité, c'est vraiment mérité. Ouais. Bon, concernant le Sud de Soudan, tout nouveau pays maintenant aux Nations Unies, quelles sont ses priorités? Les priorités du Soudan, c'est vrai, c'est difficile parce que vous avez d'abord un pays qui a plus de 4 millions de déplacés et plus de 600 000 réfugiés. Je crois que c'est tout à fait difficile, mais avec la participation de la communauté internationale, je crois que le pays va évoluer avec beaucoup de difficultés parce qu'ici, il faut construire, n'est-ce pas, des institutions financières, il faut faire appel aux investisseurs. Je veux dire que le pays est tout à fait par terre, donc c'est le début, quoi, c'est le début. C'est vrai qu'il est encore au début, mais c'est un pays qui possède beaucoup de richesses. C'est un pays le plus important. Bon, je touche le bois, mais non, le plus important, c'est parce que si on essaie de faire la comparaison avec le Nord, on peut dire que le Sud, c'est vrai, sa richesse est concentrée plus sur le pétrole, parce que pour elle, la richesse, elle utilise au moins plus de 96%, n'est-ce pas, du pétrole. Sa richesse est concentrée sur plus de 96% du pétrole. Par contre, le Nord, si vous voyez, le Nord a peut-être profite du pétrole, n'est-ce pas, plus de 60%. Donc, elle a plus de 40% d'autres domaines aussi qu'elle peut profiter. Ce n'est pas comme le Sud, l'agriculture et autres. Ce n'est pas comme le Sud. Le Sud a vécu beaucoup de temps de guerre civile. Le Sud n'a pas, pour le moment, d'autres secteurs à part le pétrole. Donc, je crois que c'est maintenant. C'est vrai que le pays est encore, le pays regorge beaucoup de richesses. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, n'est-ce pas, qui attire beaucoup l'attention, n'est-ce pas, de la communauté internationale, telle que les États-Unis, l'Europe, et ainsi de suite, à venir investir également dans cette partie, n'est-ce pas, du Soudan. Surtout que vous n'êtes pas nombreux. Oui, ils ne sont pas nombreux. Ils sont au combien? À peu près une dizaine de millions, parce qu'il faut savoir que le Soudan était le plus grand pays africain en matière dans le domaine de superficie. Donc c'est une population aussi à ne pas négliger, ils sont très nombreux aussi. Voilà. Et comment il a été divisé en deux États maintenant? Sur le plan par exemple des richesses pétrolières, comment elles vont être... Oui, il y a toujours une divergence, parce qu'il y avait d'abord la divergence se situe au niveau de la parité. La parité au niveau de la richesse pétrolière. Donc le Sud, pour elle se dit, le Sud dit mais qu'il a le plus, n'est-ce pas, comment il a le plus de pouvoir au niveau de cette partie du pétrole. Et le Nord dit non, mais non, ce n'est pas possible, puisque le Nord, cette région qu'on appelle Abyei, qui se situe vers la frontière entre le Nord et le Sud. Donc c'est d'abord une région jusqu'à présent qui est discutée par les deux pays, parce que c'est là où il y a une grande partie, n'est-ce pas, une grande richesse pétrolière. Donc c'est encore là où les deux pays vont vraiment se grincer les dents. Il n'y a pas jusqu'à présent un consensus dans ce domaine. Est-ce que ça va rester là? Est-ce que ça va aller de l'avant? Est-ce que ça va aller de l'avant? Mais ils avaient décidé, n'est-ce pas, de créer une commission mixte qui va essayer, n'est-ce pas, de gérer, n'est-ce pas, les richesses pétrolières qui se trouvent, n'est-ce pas, dans cette région du Soudan. Mais jusqu'à là, c'est encore une question qui reste en suspens. Et nous allons voir d'ici là comment ils vont trouver, n'est-ce pas, un consensus là, au niveau de ce domaine-là. Mais est-ce que ça va rester une affaire entre les deux Soudans ou bien d'autres forces internationales? Non, mais bien sûr, puisque actuellement, on parle, n'est-ce pas, de l'arrivée des forces, n'est-ce pas, des Nations Unies au niveau du Sud-Soudan pour essayer de venir, essayer de rassurer, rassurer, n'est-ce pas, la bonne marche, n'est-ce pas, de la démocratie, la bonne marche, n'est-ce pas, de l'évolution même de ce nouvel État africain. Donc, je me dis que c'est vrai que le pétrole, ça a été toujours un domaine crucial pour certains pays africains. Et surtout le Sud-Soudan met beaucoup plus l'accent sur ce pétrole. Parce que réellement, le Sud-Soudan n'a rien. Donc, le Sud-Soudan veut actuellement commencer même à exploiter même ce pétrole afin de faire évoluer rapidement son État. Et que le Nord n'est pas tout à fait d'accord, c'est vrai. Il faut savoir que le Sud-Soudan est aussi situé dans une région très enclavée. Donc, d'ailleurs, le Sud-Soudan n'a pas de port.
Donc, quelque part, son voisin du Nord reste comment dirais-je, son voisin du Nord reste un allié incontournable, n'est-ce pas, pour ce Sud. Donc, dans ce domaine, ils vont essayer de trouver une solution afin que n'est-ce pas, on ne puisse pas puisse aller de l'avant, n'est-ce pas, ces conflits après. Et concernant les partenaires du Sud-Soudan, quels sont ses principaux partenaires? Les partenaires du Sud-Soudan, il faut d'abord citer en première, à la tête, n'est-ce pas, de ces partenaires, on peut citer les États-Unis, parce qu'on a vu d'ailleurs ces Américains, juste après l'indépendance du Sud-Soudan, Obama lui-même, le président américain, s'est porté garant, n'est-ce pas, d'aider ce jeune État africain à aller de l'avant, à créer, n'est-ce pas, tout ce qu'il a besoin comme institution. Donc, il y a également l'Occident et la France et l'Angleterre et tout ça, qui sont également avec ces alliés, avec le Sud. C'est vrai qu'au niveau du Nord, il y a un petit problème avec les Américains. Je peux dire que le problème d'abord, si vous voyez bien l'histoire, depuis que le Nord avait, le Soudan en entier avait proclamé, n'est-ce pas, de pratiquer, n'est-ce pas, la charia islamique au niveau du Soudan, ça a été comment ça, et ça n'a pas été, ça n'a pas été accepté par le Sud. C'est là même où se situe le problème du Soudan. Mais c'est normal parce que c'est une autre religion. Voilà, donc vous voyez bien que ça va causer problème au Nord, puisque les Américains ont déjà eu un allié proche, n'est-ce pas, de Bachir, qui n'est pas d'ailleurs bienvenu au niveau des États-Unis. Je crois que ça va causer problème au niveau du Nord, l'existence du Sud actuellement. Et concernant l'Égypte, par exemple, le Soudan a toujours été un allié de l'Égypte. Est-ce que c'est le cas avec le Sud aujourd'hui? Non, 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 je me dis que l'Égypte a su quand même gérer la situation entre les deux. L'Égypte n'a pas été partisane entre les deux. L'Égypte n'a pas été d'un côté et laissé dans l'Égypte. Si vous voyez bien, l'Égypte avait un consulat au niveau du Sud. Donc avec l'indépendance du Sud, l'Égypte a décidé, n'est-ce pas, d'ouvrir son ambassade au niveau du Sud. L'Égypte a également décidé, n'est-ce pas, d'ouvrir la branche de l'université d'Alexandrie au niveau du Sud. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas ici, l'Égypte n'a pas de problème dans ce côté-là. L'Égypte, les deux pays sont considérés comme les alliés de l'Égypte, direct parce que c'est des pays voisins de l'Égypte. Et c'était même du temps de John Garang. Il y avait beaucoup de consultations. Donc je me dis que le Sud, l'Égypte reste un État incontournable, surtout pour le Sud, pour son développement et ainsi de suite, et également pour ses réfugiés, parce que l'Égypte a hébergé, n'est-ce pas, une grande majorité, n'est-ce pas, des réfugiés soudanais du Sud-Soudan. Je crois que quelque part, le Sud-Soudan est obligé, n'est-ce pas, d'être quelque part reconnaissant vis-à-vis de ce pays et que la relation soit vraiment très cordiale entre ces deux États. Et concernant ces réfugiés, justement, où sont-ils aujourd'hui? Les réfugiés sont en train de vouloir, les Nations Unies sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont chercher, n'est-ce pas, à rapatrier ces réfugiés au niveau du Sud-Soudan. Et le travail reste beaucoup à faire parce qu'il y a ce côté financier qui reste encore un domaine très très faible. Donc je crois que d'ici là, ça va prendre un peu de temps, c'est vrai. Mais donc les Nations Unies sont en train de travailler dans ce sens. Et nous allons voir d'ici quelques mois, les Soudanais vont commencer à repartir dans leur pays. Mais est-ce qu'ils ont la volonté de revenir au Soudan? Maintenant, il y a d'autres qui ont la volonté de revenir au niveau du Soudan. Il y a beaucoup qui veulent aller, n'est-ce pas, apporter leur contribution n'est-ce pas, pour la construction de leur pays. Il y a beaucoup qui ont cette volonté. Si vous voyez bien, chaque année, disons chaque jour, il y a de nombreux Soudanais qui essaient de repartir au niveau de leur pays. Donc les investisseurs soudanais qui sont ailleurs essaient pas de revenir aussi dans leur pays parce que leur pays a besoin d'eux, ils ont vraiment besoin de ceux-là et pour que le pays puisse avancer. Sinon, le pays ne peut jamais avancer parce que tous les intellectuels du Sud-Soudan sont carrément dehors. Donc c'est un peu ça. Est-ce que, outre les Soudanais du Sud-Soudan, il y a d'autres nationalités qui résident là-bas? Bien sûr. Vous avez le pays voisin, le Congo, la RDC, la République démocratique du Congo, qui regorge aussi une grande population au niveau du Sud-Soudan. Vous avez l'Ouganda aussi, qui était un allié, le président Museveni, qui était, n'est-ce pas, un allié direct de John Garang. Donc vous avez le Kenya aussi qui est là. Donc ce sont des alliés directs également du Sud-Soudan. Donc qui ont également, n'est-ce pas, quelques populations là-bas, qui essaient, n'est-ce pas, de travailler la terre soudanaise, parce que c'est une terre très fertile au niveau du Sud-Soudan. Donc il y a une grande population africaine aussi, surtout les pays voisins de ce sud-là, qui sont là-bas. Et concernant les nouvelles monnaies qui ont été lancées dans le nord et dans le sud ces derniers jours, expliquez-nous ce qui se passe. C'est aussi un domaine un peu crucial parce que le nord veut que sa monnaie soit un peu plus supérieure, le sud aussi veut que sa monnaie soit un peu plus supérieure. Vous voyez que c'est un petit problème. Et je crois que c'est un peu difficile parce que ce qui est sûr, le sud aura sa monnaie, le nord également aura sa propre monnaie. Vous avez vu même quelques jours après, le Nord a lancé, n'est-ce pas, sa nouvelle monnaie. Je parle bien de Khartoum.
Pourquoi? Parce que dans la monnaie qui était là, il y avait des symboles qui reliaient les deux États, les deux pays. Donc, après l'indépendance du Sud, le Nord a décidé, n'est-ce pas, d'enlever ces symboles dans cette nouvelle monnaie. Donc, pour que la monnaie reste typiquement, n'est-ce pas, appartenant au Soudan même. Au Soudan, quand on parle du Soudan, on parle de la capitale Khartoum. Alors, le Sud également a sa monnaie avec John Garang et qui est là, dans l'image même de la monnaie. C'est une très bonne initiative. Oui, c'est vraiment une très bonne initiative. Donc, si vous voyez même au niveau du Twitter, vous allez voir, n'est-ce pas, le Nord, quelques partisans, n'est-ce pas, du Nord, ont adressé, n'est-ce pas, un message d'amour au niveau du Sud-Soudan. Et un message de compréhension et d'ouverture d'esprit aussi de la part du président. Oui, c'est un peu ça. Donc actuellement, ils sont en train de redéfinir, n'est-ce pas, cette relation. Ils veulent vraiment que les deux partagent, n'est-ce pas, des relations privilégiées. Que le Nord soit un allié privilégié du Sud et que le Sud aussi soit également un allié privilégié, n'est-ce pas, du Nord. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. C'est difficile, mais c'est vrai, ça peut arriver. C'est vrai que sous quelles conditions? Il y a un problème d'idéologie qui diffère un peu. Mais avec la participation des États voisins, je crois que ça va également apporter son fruit. Avec la participation, c'est vrai qu'il y a eu certains États qui avaient un peu peur. Parce qu'on a vu des pays comme les deux Corées, qui étaient d'abord une seule nation. Et avec la séparation, le Nord est devenu le pire ennemi du Sud et le Sud est devenu le pire ennemi du Nord. Donc, c'est ce qu'on évite au niveau du Soudan actuellement. Mais c'est bien que vous soyez conscient de cela. Oui. Il y a une conscience, n'est-ce pas, qui essaie de naître, n'est-ce pas, entre les deux États. Mais il y a encore quelques violences sur le terrain. Oui, le plus important, là où la violence existe même, c'est ce que je vous ai dit au départ, au niveau de la région d'Abyei, puisque c'est une région qui regorge beaucoup de pétrole. Donc le Sud veut prendre la commande de cette région. Également, le Nord ne veut pas laisser, parce que c'est une région vraiment très riche en pétrole. Voilà. Ben, espérons qu'ils vont pouvoir arriver à un consensus ils sont en train qui réconfortera tout le monde. Oui, bien sûr, ils ont intérêt, parce que, surtout même le Sud, parce que déjà vivre une guerre plus de 21 ans de guerre civile, je crois que le pays est dans le chaos, il faut faire attention, il faut faire vite. Parce que sinon, on ne considère pas, c'est un pays qui n'est pas totalement libre, parce que le pays est en train d'évoluer. Parce que si le pays ne respecte pas, le pays n'a pas des institutions fiables, le pays ne reçoit pas des investisseurs. Je crois que le pays ne peut jamais évoluer dans ce sens-là. Et quel est le regard maintenant des citoyens soudanais, qu'ils soient du Nord ou du Sud, les uns pour les autres? Surtout les citoyens du Sud, pour eux, la vision qu'ils ont, n'est-ce pas, de leur pays, c'est le sacrifice. Il faut se sacrifier. Et ceux qui vont, n'est-ce pas, ceux qui seront heureux dans le Sud, ce sont ceux qui viendront demain. Mais la population, c'est-à-dire la génération actuelle, doit se sacrifier vraiment pour qu'on puisse appeler ce Sud-Soudan un État fiable. Alors le Sud n'a pas de problème dans ce sens-là. Donc le Sud, tout ce que le Sud veut, c'est une garantie. Que le voisin qui est là, qui était d'ailleurs une partie de nous hier, et qui est aujourd'hui un voisin, comment va-t-il, n'est-ce pas, vivre avec nous demain? Donc c'est un peu cette inquiétude, n'est-ce pas, que le Sud a. Et il faut savoir que c'est quelque chose ça se vit vraiment d'une manière étrange. Aujourd'hui, quand on voit le voisin qui était du Sud, le voisin aujourd'hui, il a une autre nationalité. Donc c'est vrai, à un moment, ça frustre. Mais au fil du temps, il y a toujours des émissions qui sont là. Il y a des émissions qui se présentent au niveau du Sud, qui parlent du Nord, également du Nord qui parlent du Sud. Donc ils essayent, n'est-ce pas, d'enterrer cette animosité qui existait entre les deux peuples. Donc ils veulent faire tour à ce que les deux peuples puissent être de plus en plus rapprochés, qu'il y ait des échanges entre les deux États. Et surtout de conserver ce riche patrimoine culturel du Soudan. C'est un peu ça, oui. Ben, je vous souhaite vraiment tout le bien pour les deux Soudans. Merci, madame. On a deux frères aujourd'hui. Oui. Et on est très heureux pour le Sud il est arrivé à ce qu'il voulait depuis des années et on est content d'arriver à un succès. On espère bien que ça va aller de l'avant. On espère bien que le Sud, d'ici là, le Sud va évoluer et que le Nord également va évoluer dans ce sens-là, que les deux mentalités vont changer. Les deux, ils vont s'embrasser entre eux, ils vont se considérer comme des frères, malgré la séparation des deux États. Et je crois que ça va aller de l'avant, si Dieu le veut. On l'espère et on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. À présent, je cède la place à Ashraf Massaoud qui va nous parler de l'Égypte et on espère que la situation en Égypte se calmera également. Je vous laisse maintenant en compagnie d'un reportage de Sarah Al-Maghrabi et Shahinaz Ismail. Ensuite, Ashraf avec son interview.